Bonjour, l'émission que vous allez entendre a été enregistrée il y a environ 1 an dans les studios de Radio Collège à La Rochelle. Mon ami et collègue, Emmanuel Albuisson, et moi-même, Elena Schnitzler, avons interviewé l'auteur Gabriel Alexander au sujet de son livre « Seconde chance ». Cette interview aux allures de conversation a été enregistrée en direct, en duplex avec Singapour. Veuillez nous excuser pour les problèmes de son qui durent environ 7 minutes au début de cet échange. Bonjour à vous toutes et vous tous pour cette nouvelle émission Seconde Chance, Animée par Emmanuel, que vous venez d'entendre, et Elena, c'est moi. Dans la vie, chaque personne a l'opportunité de pouvoir donner une seconde chance à sa vie. Que ce soit dans le développement personnel, dans l'implication à la protection de l'environnement, ou de toute forme de vie, c'est-à-dire végétale, animale, humaine. Tout peut nous amener à la transformation et au changement d'une vie meilleure en nous et autour de nous sur cette belle planète. Seconde chance est tiré du livre de Gabriel Alexander, qui a bien voulu nous faire l'honneur d'utiliser son titre pour notre première émission. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première interview Gabriel Alexander au sujet de son livre. Merci pour votre présence. Bonjour et merci de m'avoir invité. L'honneur, je n'irai pas jusqu'à l'honneur, disons que l'honneur est partagé s'il y avait honneur. C'est un plaisir plutôt. Nous avons aussi un autre invité, donc Fabrice, qui nous témoignera aussi son message d'espoir à travers sa propre histoire. Commençons d'abord par vous, Gabriel Alexander. D'accord. Ce livre que vous avez écrit est vraiment un très beau témoignage, un véritable rayon d'espoir et, comme j'aime bien le dire au sujet de votre livre, si vous êtes au point mort et que vous n'arrivez pas à passer la première, lisez Seconde chance. Sur la page de couverture, cette phrase de Confucius, nous avons tous 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une, permet d'accompagner ce titre Seconde chance et prépare aux pages suivantes de votre livre. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à écrire ce livre ? En fait, c'est un hasard. C'est un ami qui m'a lancé un pari. Donc c'est complètement stupide en fait. C'était pas du tout prémédité. Et c'était au moment où je fêtais mes 20 ans d'abstinence. D'abstinence d'alcool et de drogue. Je prenais pas des drogues dures, mais plutôt des antidépresseurs que je mélangeais avec l'alcool, ce qui donnait un effet assez puissant et très dangereux pour le consommateur, qui était moi en fait. Et donc, il m'a un peu poussé en me disant maintenant que tu as vendu ta société, que tu fêtes tes 20 ans et que tu as beaucoup de temps devant toi, tu pourrais faire l'effort d'écrire un petit pamphlet de 20 pages ou 40 pages. Voilà, c'est parti de là. En fait, je me suis fait avoir par l'ordinateur. Et je vais vous expliquer, c'est très marrant en fait. C'est que j'ai pris des pages A4, parce que l'ordinateur a des pages A4 en Windows, et j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit 5 pages assez facilement, et après, j'arrivais plus à avancer. Et je l'ai laissé pendant 1 semaine de côté. Ensuite, il m'a dit, alors t'en es où? J'ai dit, écoute, j'ai écrit 5 pages, mais j'ai pas envie d'aller plus loin, ça m'emmerde. Et il m'a dit, écoute, fais un petit effort. Bon, 3 jours plus tard, à minuit, en fait, je suis descendu. J'étais avec tous mes chiens en haut. J'habitais dans une maison en Belgique. Et à minuit, j'ai eu une idée. Je me suis dit, il faut que j'écris ça. Et j'ai écrit 80 pages en 1 nuit. Ça a été, je trouve, les 80 pages les plus explicites et les plus authentiques. Ça sortait tout seul, en fait. Et voilà comment ça a démarré. Ensuite, j'ai un ami qui est notaire, qui laissait son cheval dans ma propriété et qui était super gentil, qui boitait. Il avait eu la polio plus jeune. Et il me voyait dans l'ordinateur, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous écris un roman? Et je lui ai dit, non, je suis en train d'écrire un truc pour un ami, enfin, j'avais promis ça. Il me dit, ah super, tu peux me le faire, je pourrais le lire. Alors je lui ai dit, écoute, je t'imprime les 40 pages, et puis si tu veux, tu le lis, tu me diras, mais c'est plutôt pour les alcooliques. Et il m'a dit, ah, c'est pas grave, j'ai envie de le lire. Alors je lui ai dit, bah, tiens, je lui ai passé. Le lendemain après-midi, il est venu les yeux en larmes et il m'a dit, mais
peux pas savoir ce que tu as écrit, c'est percutant, ça me fait pleurer. J'ai vécu les mêmes choses. J'ai dit, mais comment tu as pu vivre les mêmes choses? C'est pour les alcooliques, c'est un bouquin pour les alcooliques. Et il m'a dit, il m'a expliqué qu'il avait souffert de la polio et souffert du regard des autres. Et il m'a dit, ton livre, ce n'est pas pour les alcooliques, ton livre, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde a eu des moments de faiblesse. Bon, et il m'a dit, est-ce que je peux le donner à une amie journaliste pour savoir ce qu'elle en pense, à Radio Vivacité de RTBF. Et elle, ensuite, m'a envoyé un email qui était très émouvant, où elle m'a dit, votre livre a une résonance énorme émotionnellement, il est à couper le souffle, et elle m'a dit, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Voilà. C'est un peu comme ça que ça a démarré, donc c'est très comique, parce que c'est pas prémédité, j'ai jamais voulu écrire un livre. Et c'est parti comme ça, et en fait, pour terminer, parce que ça va terminer un peu la réponse à votre question, j'en étais, je crois, je sais plus moi, peut-être à 80 pages, et je lui ai dit, écoute, écrire un livre, je ne sais pas si je peux écrire un livre de 200 pages, je vais essayer de dépasser les 100 pages, mais je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin. Elle m'a dit 120 pages, ce serait pas mal. Donc j'ai été jusqu'à 110 ou 114 pages en A4. Et je lui ai dit, j'aimerais que tu m'aides parce que j'ai une tendance à faire des phrases un peu longues. Et donc pour la construction des phrases, si tu peux m'aider, je m'engage à écrire ce livre. Alors elle m'a dit, écoute, j'ai une amie qui est prof de français, je lui envoie ce que tu as écrit, si elle aime bien, elle nous aidera. Elle a eu le même coup de foot, son amie qui est une prof de français en Belgique. Et donc j'ai écrit le livre. Je ne sais plus combien il faisait en A4, mais je crois que c'est entre 110 et 114 pages. Hein. Et ensuite, elles sont venues m'aider pour la construction de certaines phrases qui étaient un peu longues. Mais enfin, elles m'ont dit tous les deux qu'il ne fallait pas qu'on touche au texte, parce que j'avais une manière d'écrire qui était une manière avec un rythme et une manière parlée. Et elle m'a dit, c'est ça qu'il faut conserver. Donc, on n'a pas changé les mots, mais on a structuré les phrases pour les faire plus courtes. Et voilà. Donc, c'est plutôt dans la ponctuation qu'elles m'ont aidé. Et puis, alors, ce qui a été très marrant, c'est qu'une fois que j'ai fini le livre, j'ai fini le livre et qu'elles m'ont aidé à faire des corrections, j'ai été voir un imprimeur et je lui ai dit, voilà, je voudrais imprimer ce livre pour 1000 exemplaires, faire un essai. Et il m'a dit, oui, mais il nous faut du A5. Alors, je dis, comment je fais pour le A5? Il m'a donné un logiciel, il m'a dit, voilà, vous mettez sur votre ordinateur et vous mettez format A5. Et quand j'ai fait format A5, on est arrivé à 328 pages. Donc c'est vraiment, c'est presque comique, quoi, en fait, parce que j'ai pas voulu écrire de livre et j'avais pas envie de dépasser 100 pages parce que j'avais pas envie de, voilà. C'est marrant, voilà. Bah, en tout cas, c'est formidable parce que c'est vraiment une leçon d'espoir et en plus de ça, c'est un récit extraordinaire au sens premier. Enfin, il y a des anecdotes absolument incroyables. Oui, j'en prie. Après une petite coupure pour régler le problème technique de son, nous revoilà en direct et en duplex avec Singapour, avec Gabriel Alexander. Je laisse la parole à Emmanuel. Il y a 3 passages de votre livre qui m'ont énormément plu, où il est question du cheminement de la pensée pour finalement, je trouve, arriver au changement. Alors, si vous voulez bien, je vais lire donc ce premier passage qui concerne cette notion comme quoi la souffrance n'existe que nourrie par l'orgueil. J'ai appris à faire la différence entre l'humilité et la soumission, entre la compassion et la pitié, et surtout entre la dignité et l'orgueil. Ce qui est paradoxal, c'est que nous ne pouvons pas augmenter notre degré de dignité du simple fait de vouloir être plus digne. En faisant cela, on obtient l'effet inverse, on augmente son orgueil. Plus mon comportement était simple, gentil et humble, plus ma dignité s'imposait d'elle-même et prenait la place de mon orgueil. Si je voulais moins de souffrance dans mon existence, je savais maintenant ce qu'il me restait à faire, fuir les compliments et les complimenteurs, d'où l'expression populaire souvent utilisée quand les gens prennent la grosse tête, redescends un peu de ton piédestal. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer ces dernières phrases-là, en parlant de au niveau de mon corps, en raison des compliments, etc. Mais en fait, c'est marrant que vous me parliez de ce passage. Je l'avais un peu oublié, mais pour moi, ça me paraît très clair.
si c'était aujourd'hui, je l'aurais écrit peut-être un petit peu autrement. Mais en fait, pour me sortir de mon alcoolisme, les gens que j'ai rencontrés qui se sont sortis de l'alcool m'ont dit qu'il fallait absolument que je change mon état d'esprit. Qu'il y avait un problème qui m'avait amené à consommer de l'alcool, un mal-être qui était nourri par un complexe d'infériorité. Et tout complexe d'infériorité nourrit obligatoirement un complexe de supériorité. Enfin, ça me paraît évident. En fait, je passais d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité parce qu'en fait, j'étais mal à l'intérieur de moi et je cherchais l'admiration. Je ne cherchais pas à être aimé, je cherchais à ce que les gens m'admirent. Je pensais que quand les gens allaient m'admirer, j'allais avoir une valeur un peu plus importante à mes yeux et donc me sentir mieux. Un peu comme tous ces livres que je trouve d'ailleurs très stupides, qui vous apprennent à vous aimer plus. Ces livres de positivisme, il faut s'aimer, il faut dire que tu t'aimes, je trouve ça complètement stupide. Je trouve que ce qui est important, c'est d'apprendre à aimer la vie, mais non pas à s'aimer soi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour moi, je cherche pas à m'aimer, je ne cherche pas à dire ah tiens, quelqu'un de bien. Je cherche à aimer la vie. Ça a plus un sens pour moi parce que si je cherche à m'aimer, je vais peut-être gonfler mon orgueil et on le sait, on le lit dans beaucoup de livres. L'orgueil amène la souffrance. Je l'ai vécu de manière intérieure. Donc, je sais que mon orgueil est mon pire ennemi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, oui. Oui, mais en fait, c'est toujours cette même histoire de l'ego et voilà. Et qu'il faut travailler sur soi pour se connaître soi-même et ça permet de voir les défauts que l'on a, etc. et qui, en fait, nous pourrissent la vie, on peut dire. Et donc, voilà. Non, mais votre texte, enfin, votre passage là était vraiment pertinent et c'est très bien parce que ça fait justement travailler sur soi. Et si on ne travaille pas sur soi, on ne pourra jamais avancer dans la vie en fait. On restera toujours avec nos problématiques et voilà. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai lu beaucoup de livres d'Arnaud Desjardins et des livres j'ai beaucoup étudié le bouddhisme à ma manière. Et Arnaud Desjardins, dans un de ses livres, il a écrit pas mal de livres, il a bien expliqué cet effet de souffrance qui émane directement de l'orgueil. Et tant que je le lisais, je n'arrivais pas bien à le comprendre. Et à un moment, j'ai compris dans mon comportement qu'il fallait que je sois plus gentil, parce que c'est très dur de dire il faut être humble. Parce que souvent, on dit le diable singe Dieu. On peut essayer de paraître humble en étant souriant, et ça, puis en fait, c'est juste un personnage qu'on s'invente. Mais pour essayer d'être plus humble, je prêtais de l'attention aux autres. J'essayais d'être un peu plus compatissant, un peu plus gentil avec les gens autour de moi. Et ça, porter de l'attention aux autres, ça rabaisse l'orgueil parce qu'en fait, on donne de soi et on oublie de vouloir briller aux yeux des autres. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est un peu ça. Et justement, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, justement, l'autre passage dont je voulais vous parler, toujours au niveau de la façon de penser, etc., c'était aussi justement ce passage-là, j'ai quand même remarqué que plus je dirigeais mon âme vers ce que l'on appelle des hauts et nobles sentiments, plus je vivais de belles choses, mon attitude plus digne m'aidait à vivre en meilleure harmonie avec tout mon entourage, qu'il soit humain, animal, végétal ou impalpable. Aujourd'hui, quand je ne me sens pas très bien, je vais prendre un de mes chiens, un de mes chevaux, un de mes chats ou encore un arbre dans mes bras. Je me colle à cet arbre, je le serre très fort, je respire son odeur, ses différents parfums, je me laisse enivrer par la formidable énergie qui émane de ce géant souvent centenaire que la nature a généré en l'assemblant, atome par atome, en soudant chaque particule l'une à l'autre pour arriver, après plusieurs centaines d'années d'un minutieux travail d'orfèvre, à ce gigantesque être vivant si rassurant par sa puissance. Et
Et voilà. Et en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est pas magnifique ce que j'ai écrit, hein, mais c'est magnifique parce que c'est vraiment la vie. J'ai eu un coup de foudre pour l'astrophysique quand j'ai eu 33 ans. Et je passais des soirées entières en train d'étudier l'astrophysique, la physique corpusculaire, pas au niveau des sens mathématiques, mais au niveau de la compréhension de l'univers. Et quand j'ai lu un livre qui m'avait beaucoup marqué de Hubert Reeves, un astrophysicien canadien, c'était Poussière d'étoiles, un livre magnifique. Et j'ai pris conscience qu'en fait, tout ce qui existe autour de nous, c'est des milliers d'atomes. C'est des atomes soudés l'un à l'autre qui ont créé ça. Donc quand on voit un cheval, c'est un cheval, un arbre, c'est magnifique. C'est des milliers d'atomes qui se sont assemblés, en fait, et qui ont créé ces éléments qui sont autour de nous. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est pas seulement le visible, comme l'explique très bien dans le livre Le Petit Prince, c'est en plus l'invisible. C'est-à-dire que cet animal, le cheval ou cet être humain, à part sa beauté en tant que machine, si je peux appeler ça une machine, je m'entends quand je dis ça sans... Il n'y a pas de côté péjoratif. Il y a le plus important, c'est l'âme, le cœur, qui se développe. Et c'est cette magie-là qui est encore plus forte que le visible, bien que le visible soit magnifique. J'adore les chevaux, j'ai eu quelques chevaux. J'ai jamais eu des chevaux de course, j'ai horreur de ça. J'aimais les chevaux pour pouvoir les caresser, pour pouvoir les prendre dans mes bras. C'est invraisemblable, c'est magique. Et quand j'ai pris conscience que toute cette création, elle venait, en fait, Hubert Reeves explique très bien ça, c'est que on est tous des enfants du soleil, puisque les atomes, pour créer un atome, pour souder les particules qui forment un atome, il faut un four à 6 millions de degrés. Le seul four à 6 millions de degrés, c'est le soleil. Donc on est tous, les particules élémentaires, les briques qui forment notre corps et les éléments de la Terre, ont été créés au centre même du soleil. Donc on est tous des enfants du soleil, et donc c'est magique. Et quand j'ai pris conscience de cette magie, je me suis rendu compte que, en fait, moi-même, je n'étais pas le maître de mon corps, puisque je ne savais pas comment fonctionnait cette machine. Je ne suis pas capable de me créer. Donc il y a quelque chose de magique. Aussi bien physiquement, je ne suis pas capable de créer tous les vaisseaux sanguins, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, les neurones et tout ça, je ne suis pas capable de les créer. On m'a prêté ce corps qui est magique, et on m'a même prêté une âme, et un cœur, et des sensations, et ce n'est pas moi qui les ai faites, ce n'est pas ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience de toute la magie, et surtout, ce qui est très bien avec l'astrophysique, c'est que quand on se rend compte de l'importance de cet univers, de cette création magnifique, eh ben notre place est minuscule, et on se rend compte qu'on est tout petit, et c'est très bien pour l'ego. Ça fait dégonfler l'ego et ça développe l'âme, en fait. Entre guillemets, l'humilité. J'ai très peur de parler d'humilité parce que, en fait, j'avais lu dans un livre, plus on parle d'humilité, plus elle se dissout. Donc il faut faire très attention de dire qu'on est humble. Dès qu'on prononce le mot humilité, on en perd. Mais je dirais, voilà, prendre conscience que la magie, que cette création est incroyable, et que nous sommes juste une petite partie de cette création, et que nous ne sommes pas créés nous-mêmes, et qu'il y a eu des créateurs ou une magie qui s'est faite, qui nous a créés. Voilà. Ça m'a permis de prendre conscience que même mon intelligence, c'était pas moi qui en étais responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Un chien, il a un certain niveau d'intelligence. Un âne, ça va avoir un autre niveau d'intelligence. Un cheval, un autre niveau. Et c'est en fait la nature ou les créateurs ou l'énergie qui décide du niveau d'intelligence de chaque être. Donc on ne peut pas se sentir supérieur parce qu'on a une intelligence un peu supérieure. C'est juste la création qui nous a permis d'avoir ce niveau d'intelligence, et qui peut être développé si on en prend conscience et si on apprend un peu plus. Mais on ne peut pas avoir d'orgueil, on ne peut pas dire je suis plus intelligent qu'un cheval, donc, ou qu'un chien ou qu'un animal, avec un côté orgueilleux, puisque de toute manière, ce n'est pas nous qui avons décidé cette intelligence, elle nous a été offerte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Oui, très bien. Oui, Voilà. oui, oui, bien expliqué. Et Ouais, d'ailleurs, de temps en temps, j'arrive. il y a aussi ce tout petit passage où vous dites par rapport à l'ego. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui, comme moi, ont un ego qui s'amplifie rapidement de s'intéresser à l'astrophysique, à l'univers, aux galaxies. Vous verrez, on relativise ensuite très facilement. Oui, très vrai. Et il y a aussi donc cet autre passage qui m'a particulièrement plu, même si tout votre bouquin, il y a énormément de choses formidables dedans, et c'est un vrai moteur, quoi. C'est moteur, on est dans l'action. Et justement, à Ouais, propos d'action, ouais, eh bien, c'est là où donc j'ai remarqué que ce qui était très important pour pouvoir se sortir de certaines choses, ouais. donc ce que vous avez vécu aussi, c'est de passer à l'action. Et donc, le passage où vous dites justement, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. J'avais justement participé à un séminaire très intéressant. On y écoutait une musique très douce et une phrase revenait sans cesse. L'univers récompense l'action, pas la pensée. Grâce à cette phrase, je me disais chaque fois que j'avais peur d'entreprendre quelque chose. C'est l'action qui compte. Sans action, tu n'es qu'une multitude de pensées bouillonnantes et stériles. Alors, à un moment ou à un autre, je passais à l'action, sans écouter mes peurs. Je faisais avec, je me donnais du courage, je me motivais, moi qui avais toujours eu peur de tout. J'apprenais le courage, j'apprenais la persévérance. Oui, le maître mot, c'était bien celui-là, la persévérance. Et d'ailleurs, par rapport à la persévérance, Ouais. je trouve que effectivement, il ne faut jamais abandonner, et pour cela, il faut passer à l'action. La pensée est peut-être créatrice, mais elle ne peut prendre forme dans la matière qu'avec l'action, et on peut imaginer que la persévérance en est le ciment. Voilà ce que ça m'a inspiré. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. Et j'avais un petit peu oublié ce passage, mais c'est vrai que quand vous me relisez les passages, je trouve qu'ils sont criants de vérité. Et si vous voulez, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'à des moments quand j'ai écrit ce livre, j'étais presque comme un... Vous savez, quand on est en contact avec son intuition, en fait. C'était comme intuitif. Tout sortait comme ça et tout prenait place. C'était... en fait, j'étais presque aidé par une certaine... par la magie de l'univers, en fait. Parce que j'avais tellement envie d'être sincère et authentique que j'étais aidé dans cette démarche. Quand on a une démarche sincère et authentique, il y a comme des énergies qui nous aident. Oui, c'est un peu comme l'histoire Voilà. enfin, le puzzle qui se met en place, et petit à petit, l'image apparaît. Ouais, ouais, ouais. Vous savez, dans la Bible, moi, je n'ai pas de religion. Je suis citoyen de l'univers. Mais j'aime beaucoup les écrits bouddhistes, bibliques. Et dans la Bible, il y a marqué des phrases qui sont pour moi symboliques et non pas religieuses. Quand il est marqué fais un pas, j'en ferai 1000, je trouve ça très vrai. Et dans la Bible, il y avait une phrase qui m'a vachement marqué si tu frappes à la porte, j'ouvrirai. Et je me disais, si Dieu existe, et si Dieu, c'est l'univers et c'est la force spirituelle, il ne va pas mentir. Si c'est marqué ça peut paraître naïf, mais pour moi, ça ne l'est pas. Si je frappe à la porte, Dieu va m'ouvrir. Dieu ou l'univers ou les créateurs, appelez ça comme vous voulez. Je ne veux pas qu'il y ait de connotation religieuse parce que je ne vais dans aucune église, dans aucune mosquée, dans aucun temple. Ça ne m'intéresse pas. La lune, l'univers, le ciel, ce qui m'entoure est déjà magique et c'est ça le vrai temple. Donc il n'y a pas de connotation religieuse, c'est important pour moi parce que je ne veux pas qu'on m'associe à une religion parce que je n'en ai pas. Mais par contre, je crois énormément à la spiritualité et il y a un point qui a été très important aussi, c'est que la spiritualité n'a pas besoin de la religion pour exister, mais la religion a besoin de la spiritualité pour exister. Et ça a été très important de lire cette phrase, je ne sais plus où, et de prendre conscience qu'en fait, c'est la spiritualité
qui est le cœur de tout. C'est-à-dire que si on prend un exemple, on dit j'aime Jésus, ou j'aime Bouddha, ou j'aime tel prophète. Qui on aime? Le mot Jésus ou son message? Et Jésus avait dit un truc fantastique, il avait dit « Qui m'aime me connaît, qui me connaît m'aime ». C'est-à-dire que si tu aimes Jésus ou Bouddha ou qui tu veux, hein, si tu aimes Jésus par exemple, tu dois connaître son message. Et quel était le message de Jésus? C'est un message d'amour, de compassion. Et j'adore l'inverse, c'est si tu m'aimes, tu dois me connaître, mais si tu me connais, tu vas m'aimer, puisque c'est un message spirituel, donc fraternel, d'amitié, de compassion envers l'autre, et tout ça, ça parle à son cœur. Dès qu'on parle à notre cœur, on est dans une sorte de nuage rose à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on est des êtres spirituels qui attachons énormément d'importance à l'amitié, à l'amour, et à l'amour qu'on peut avoir pour les autres, à l'amour qu'ils ont pour nous, mais pas l'admiration à cet amour-là. Et pour moi, ça a été très important, parce que j'étais anticlérical et anti-Dieu, de mettre une explication à une appellation qu'on pouvait dire Dieu ou les créateurs, et de mettre des adjectifs. Qu'est-ce que c'est pour moi ce créateur ou ces créateurs, ou la notion de Jésus, la notion de Dieu, c'est la compassion, l'amour et le côté spirituel. Voilà. Et justement, en parlant d'amour, vous faites souvent référence aux animaux. Donc nous, on est toutes les deux des grandes défendresses de la cause animale. Bon, donc du coup, moi, ça m'a énormément touchée. Vous dites à un moment donné, quand j'étais petit garçon, mes stars étaient James Dean, Jerry Lewis, Zorro. Au début de mon adolescence, ce furent Jacques Brel, Jean Ferrat, Barbara. Maintenant, mes idoles sont Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand et Brigitte Bardot, même si elle a, paraît-il, déconné une fois avec certaines de ses opinions politiques. Je m'en fous, je l'adore, surtout pour son combat concernant la défense de nos potes, de nos frères de sang, les animaux. On devrait d'ailleurs leur donner une appellation moins péjorative, car ils sont souvent bien plus humains que ceux qui portent cette appellation de naissance. On devrait même faire du mot humain une appellation contrôlée, un peu comme les vins de Bordeaux, afin de la retirer à certains êtres qui ne la méritent peut-être pas vraiment. Je suis sûrement un peu médisant ou trop lucide. Il resterait peut-être plus d'animaux que d'êtres humains à obtenir le droit de porter cette appellation censée représenter l'amour, l'amitié, la fraternité et la charité. Ouais. Donc, effectivement, vous avez eu des chiens, des chevaux, ils vous ont accompagné, aidé, aimé. L'avantage avec un animal, c'est qu'il ne marche qu'à l'affectif, qu'avec son cœur. Il ne marche pas avec son mental. Et donc, quand il vous voit, il est juste heureux de vous voir. Il n'a pas envie de vous impressionner. Il n'a pas envie de vous dire « Ah ben tiens, j'ai réussi tel truc et tel truc ». Il a juste envie de s'amuser avec vous. Et je trouve qu'il y a énormément d'affection et d'amour chez les animaux qui manquent souvent chez les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils l'ont en eux, les êtres humains, on l'a en nous, mais on la recouvre par des peurs. C'est souvent des peurs qui nous empêchent d'exister et de dire aux autres qu'on les aime, parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous, la plupart. Mais on a du mal à le dire parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur Oui, je pense que c'est la peur du rejet. Il y a la peur du rejet, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, il y a l'envie d'être admiré, qui est complètement stupide d'ailleurs. Hein. Mais l'animal n'a pas ça. L'animal, il vient, il est super content de vous voir, il est comme un enfant, il saute en l'air, il a envie de s'amuser avec vous. Et je trouve les animaux tellement touchants, tellement touchants. Pour vous dire, je m'en fous de ce que les gens vont penser de ce que je vais dire, et j'ai le droit, moi, je me donne le droit d'aimer plus les animaux que les êtres humains. C'est mon droit. Personne ne peut me dire « tu es un être humain, tu dois aimer les êtres humains ». Non, j'aime qui j'ai envie. Et aujourd'hui, je suis plus touché par les animaux que par les êtres humains, par les chiens, par les chats, par les chevaux, par tous ces petits animaux qui viennent chercher un peu d'amour, d'affection, qui jouent avec vous, qui sont sincères, authentiques. Il y a des êtres humains aussi sincères, authentiques. Je ne dis pas que ça existe que chez les animaux. Mais un animal
parle directement à mon cœur. Quand je me retrouve en face d'un chien ou que j'aide les chiens un petit peu du quartier, enfin, il y a plein de gens qui font ça, je nourris certains chiens du quartier, j'ai un bonheur intérieur qui me fait me mettre en contact avec mon cœur. Et j'oublie mon mental. Je ne suis plus dans le cerveau. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Voilà, mais moi, tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai une empathie depuis petite pour les animaux. Voilà, je ne savais pas ce qu'était la viande et j'ai découvert ça à l'âge de 7 ans. Et du coup, je suis devenue instantanément végétarienne alors que dans ma famille, tout le monde mangeait de la viande. Et vous dites d'ailleurs à la fin de votre livre, si pour me faire plaisir, enfin, j'ai pas la phrase exacte là sous les yeux, mais oui, chaque fois que vous rencontrerez un de ces animaux sur votre chemin, faites-lui un petit câlin de ma part, etc. Ben, assurez-vous qu'il n'y a aucun souci en ce qui nous concerne. Voilà, c'est une ménagerie chez moi. Je voulais dire une chose, bon, je ne sais pas si on le gardera, si ce sera coupé ou pas, enfin bref, c'est un sujet d'actualité là en ce moment en France. Il y a eu, bon, je sais que vous n'êtes plus en France à l'heure actuelle, mais je ne sais pas si vous savez, là, durant l'année qui vient de s'écouler, il y a eu plusieurs scandales dans les abattoirs. Même un abattoir qui dit bio, entre guillemets, puisque les animaux étaient élevés de manière, enfin, galopaient, etc. C'était pas des usines à vaches où les animaux n'ont jamais mis un seul pied dans l'herbe, un seul pied, n'ont jamais senti les rayons du soleil sur eux, déjà ce que je trouve abominable. Mais bref, toujours est-il qu'il y a eu plusieurs scandales successifs grâce à des employés en fait qui travaillaient au sein des abattoirs en question et qui ont filmé comment ça se passait, et on a découvert que les animaux étaient tués, dépecés, découpés vivants. Enfin, l'horreur quoi. Voilà, j'ai même pas de mots en fait pour exprimer ce que je ressens par rapport à ça. En fait, c'est un génocide. C'est abominable et un jour, on le paye chaque jour. Moi, je ne mange plus d'animaux parce que les animaux sont mes voisins. Nous sommes des terriens, c'est des terriens comme moi. Donc, je ne mange pas mes voisins et je ne mange pas les voisins que j'aime. Comme j'aime les animaux, je ne vais quand même pas manger les gens que j'aime. Donc, pour moi, c'est devenu logique que je ne peux pas manger des animaux. Alors, ceux qui font souffrir les animaux, il n'y a pas d'abattage respectueux. L'abattage, c'est l'abattage. Moi, si demain on me dit tiens, on va te tuer, mais très proprement, avec un couteau superbe et tout ça, mais ça ne change rien. On va me faire souffrir, on va me tuer. Donc, les élevages bio et tous ces trucs-là, pour moi, ça n'a pas de sens. Élever des animaux pour les tuer, pour les amener à la mort, d'abord, on n'a pas le droit. Je n'ai aucun droit sur les animaux. Je n'ai aucune supériorité sur les animaux, comme eux n'ont pas sur moi. Et l'être humain s'est approprié un droit sur les animaux, comme si c'était des objets qui pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, les écarteler, les étriper, vendre les tripes. C'est affreux. Quand je passe devant une boucherie, j'ai presque envie de vomir quand je vois des têtes de veau, des têtes de cochon, ou des porcelets, ou le bacon. Des gens qui me disent j'adore le bacon. Je dis t'aimes bien les bébés? Tu as vu des bébés cochons? Tu aimes bien qu'on les fasse griller, qu'on les fasse souffrir, qu'on les castre? Je trouve ça abominable, c'est un génocide. Et on en prend de plus en plus conscience. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la Ligue de protection des oiseaux. On a déjeuné ensemble, un mec adorable, Bougrain-Dubourg, et on a parlé de ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience, mais c'est pour moi une véritable souffrance. Je ne peux voir aucune vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui passent sur Facebook et sur plein de réseaux sociaux. Je ne peux voir aucune vidéo de ces souffrances parce que j'ai l'impression que cette souffrance, on la fait subir à des gens que j'aime, comme si c'était des frères et sœurs ou des enfants ou des amis que je vois souffrir. Alors, voilà. C'est exactement ça. Ouais, voilà, vous avez résumé exactement ce que je ressens. Je ressens ça dans mes tripes et j'espère qu'on va vers quelque chose, peut-être, mais je sais pas, apparemment ça prend du temps, mais il y a quand même des gens qui ont conscience de plus en plus de ce fait. Je voulais quand même dire, c'est petit fait d'actualité, que le député donc Olivier Falorni avait proposé d'instaurer des caméras dans les abattoirs afin de lutter contre la maltraitance animale.
Ça avait été accepté, pas signé, pas voté, mais ça avait été accepté dans un premier temps. Mais malheureusement, le 18 janvier dernier, cette obligation a disparu du projet de loi présenté par Stéphane Travert, qui est donc le ministre de l'Agriculture, donc qui a voté contre. Donc il n'y aura pas de caméra. Donc je voulais dire ça pour les auditeurs. Donc simplement pour dire. Mais en fait, c'est pas qu'il devrait y avoir des caméras, c'est qu'il devrait pas y avoir d'abattoir. Il devrait pas y avoir d'abattoir. Il y a quand même une information très importante. Il y a une information très importante, c'est que l'être humain a besoin de protéines, mais n'a pas besoin de viande. Vous avez dans les lentilles 17 grammes de protéines par 100 grammes, alors que la viande en a 21 grammes par 100 grammes. Et les protéines végétales, en fait, sont mieux... comment je vais trouver le mot, pas digérées, mais assimilées, sont mieux assimilées par le corps que les protéines animales, qui, elles, au contraire, donnent beaucoup de maladies, de cancer, de cholestérol et tout. Donc, en fin de compte, on n'a absolument pas besoin de viande, mais on a besoin de protéines. Les gens font un amalgame avec ça. Et faire des cultures de lentilles, de céréales et tout, ça coûterait beaucoup moins cher. Ça prendrait beaucoup moins d'eau, parce qu'on a un problème de quantité d'eau, et il n'y aurait pas de souffrance, en fait. Donc, oui, non, mais complètement. Voilà. En fait, moi, ça, jusqu'à il y a 3 ans, je dirais 3 ans, bon, je disais pas aux gens ne mangez plus de viande, voilà, je respectais, j'étais végétarienne, mais parce qu'en fait, je ne savais pas, parce que, enfin, bon, je me doutais bien que les animaux ne voulaient pas mourir, mais je pensais pas qu'on leur infligeait de telles souffrances. Ouais. Donc maintenant, j'ai envie de dire, soyez végétarien. Alors bon, je dois rencontrer Olivier Falorni la semaine prochaine, j'ai un projet par rapport à ça, mais bon, on verra. Ouais, je croise les doigts, espérons que nos amis les animaux, c'est bientôt la fin de leur calvaire, parce que quand je pense qu'à chaque seconde, enfin, où on parle là en ce moment, il y en a qui sont en train de souffrir le martyre, c'est abominable. Oui, enfin, j'en reviens. Je sais que si on lance là-dessus, et puis apparemment, comme vous êtes pareil, on va parler pendant 4 heures. Donc, je voulais parler aussi d'autre chose. Vous êtes passionné par l'astrophysique, vous nous avez dit que vous avez étudié ça en autodidacte. Vous racontez dans votre livre que vous avez arrêté l'école à 15 ans. Et en fait, malheureusement, votre père, que vous adoriez, était pompiste, est mort suite à l'inhalation des vapeurs d'essence, de gazole, etc. Vous avez inventé un système anti-pollution pour les pétroliers. Et je trouve ça fabuleux. Vous racontez d'ailleurs combien les ingénieurs étaient un peu interloqués et limite un petit peu moqueurs peut-être quand vous êtes arrivé n'étant pas de la partie pour leur proposer ce système et qui pourtant a été signé, a été construit. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est une anecdote qui est amusante et presque magique en fait. Mais je suis parti comme un étudiant. En fait, ce qui a démarré, c'est l'érica et tous ces oiseaux qui mouraient. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas y avoir à chaque fois autant de dégâts sur la nature et surtout sur les animaux. Et j'ai commencé en me disant, il faudrait faire un peu comme pour les voitures. On met des ceintures de sécurité. On ne sait pas si on va s'en servir, mais par contre, la ceinture de sécurité, elle est là. S'il y a un accident, elle va vous protéger. Et je me suis dit, il faudrait faire un système préinstallé qui permettrait de se connecter rapidement et de vider rapidement les cuves. Ça a commencé comme ça, mais comme une cuve était à plusieurs angles et que le fond de la mer n'est pas plat, donc c'était beaucoup plus complexe. Et il m'a fallu 3 mois pour trouver la solution, pour amener pour mettre un système préinstallé où on utiliserait le principe d'Archimède et la différence de densité en laissant rentrer l'eau au point le plus bas par mon système, qui est un système de tube, en fait, de tuyaux, par le point le plus bas. Et comme l'eau de mer, ou même l'eau, est plus lourde que le fioul, c'est pour ça que le fioul flotte, l'eau est le liquide le plus lourd au monde, en fait. C'est marrant, hein. Et l'eau de mer est encore plus lourde que l'eau de source. Et donc, en laissant rentrer l'eau au fond de la cuve, on fait remonter le fioul vers le haut, et là, on vient connecter à l'autre vanne qui est au point le plus haut, et on récupère très rapidement toute la cargaison, enfin, assez rapidement,
la cargaison et on évite toutes ces fuites qu'il y a eu pour l'Erika, pour plein de bateaux, où ça a fui pendant des semaines et qu'on renettoyait, et puis il y avait, voilà. Et donc, quand j'ai fini ce système, j'ai vu, quand j'ai fini mon dernier dessin, j'étais avec mon chien, qui était sur mes genoux, et tout de suite, j'ai compris que ce que j'avais devant moi, j'avais plus besoin qu'on m'explique. Il y avait des gens qui me disaient, oui, il faudra que tu fasses des tests. Il n'y a pas besoin de tests. C'est tellement logique. Et c'était fini. Pour moi, mon dessin était fini, et c'était un système qui fonctionnait. Après, j'ai été voir une société d'ingénierie qui a pensé que j'étais un farfelu, un peu fou. Je le suis sûrement, mais pas sur ce coup-là. et donc, ils l'ont étudié, ils l'ont validé. L'Institut français du pétrole l'a aussi étudié et l'a validé. Plusieurs ingénieries comme Smith l'ont... mais enfin, n'importe quel ingénieur, quand il voit ce système, il te dit, oui, bah, ça marche, il fallait y penser. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a fait un test sur bassin avec un navire au 1/5 millième, je ne sais plus combien. Et bien sûr, ça a fonctionné. Tous les gens étaient en train de regarder. Il y en a qui disaient, est-ce que ça va fonctionner, que ça ne va pas fonctionner. Je dis, bien, c'est obligé de fonctionner. Et puis ça a fonctionné. J'ai encore les vidéos. C'est logique, quoi. Une fois qu'on a compris le système, c'est un peu comme un verre d'eau. Si vous mettez une paille, vous mettez un verre d'huile, si vous mettez une paille et vous mettez de l'eau, vous injectez de l'eau dans la paille au fond, vous allez voir l'eau et l'huile vont être séparées et l'eau va faire monter l'huile en haut. C'est un peu ça, mais en plus complexe, mon système. Mais ça utilise ce principe de la mécanique des fluides et de la différence de densité. Voilà. Ouais. Mais mon système est plus complexe parce qu'il fallait qu'il marche sur tout. Ouais, en fait, c'est logique. Le principe est logique, mais le système n'est pas si simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis le principe est logique, mais quand j'explique aux gens, la plupart des gens sont très étonnés et ne me comprennent pas, mais en fait, c'est parce que le système utilise un principe simple et logique, mais le système en lui-même, il n'est pas si simple parce qu'il faut être connecté à chaque angle de cuve, puisque le fond de la mer n'est pas plat et que le navire va être plus ou moins penché. Et en étant connecté à chaque angle, quand vous prenez une boîte sur votre main, vous faites tourner la position, ce qui sera le plus haut, ce sera un angle. Donc si vous êtes à chaque angle de la cuve, vous êtes au point le plus haut. Voilà. J'espère que c'est clair, mais bon. Pour en revenir un petit peu à l'alcoolisme, oui. Enfin pour finir peut-être aussi, ouais. Je vais peut-être vous laisser échanger un petit peu avec notre témoin Fabrice. Ouais. Je voulais juste encore dire ce que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre à un moment donné. Bon, bien sûr, il y a cette extrême sensibilité, cette extrême émotivité, je ne sais pas si c'est le terme. Hein. Ouais, j'aimerais bien que tout le monde soit hypersensible, en fait, ce serait plus simple. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, qui peuvent conduire à des conduites comme celle-ci, mais qui ne sont pas choisies finalement. Et effectivement, vous en parlez dans votre livre, et j'avais lu ça également dans une revue scientifique où des chercheurs avaient commencé à faire des recherches. Finalement, il y aurait une prédisposition génétique à cette maladie, à l'alcoolisme. C'est-à-dire que tout le monde, entre guillemets, ne sombrera pas forcément là-dedans, tout comme il y aurait une prédisposition à d'autres addictions comme la drogue ou même la boulimie et l'anorexie qui sont liées. C'est-à-dire que si on va mal, c'est ça que je veux dire, bon, si on va mal, on va pas se dire, tiens, du jour au lendemain, je vais boire, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il y aurait, bon, une partie psychologique, certes, mais il y aurait aussi une prédisposition génétique. Ouais. Mais en fait, l'alcoolisme, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire l'alcool, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais en fait, à la base, parce qu'il y a un mal-être, alors d'autres vont le dissimuler par l'anorexie, par la boulimie, par l'alcoolisme ou par la drogue, mais en fait, c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mal-être à l'intérieur ou cette hypersensibilité que tout être humain a, et d'autres vont la dissimuler par différents excès. Mais en fait, pour vous donner un exemple, sur tous les lecteurs que j'ai eus, j'ai reçu beaucoup d'emails très touchants. Certains m'ont fait pleurer, vraiment, à chaudes larmes. Et il y a à peine 10% d'alcooliques. 90%, c'est des gens qui ont eu une petite dépression ou une forte dépression à l'âge de 18 ans, de 20 ans.
ou des gens qui ont eu des problèmes de boulimie, d'anorexie, mais c'est surtout en fait des gens qui n'ont pas eu de problème particulier comme la boulimie ou l'anorexie. C'est des gens qui ont eu, comme tout être humain, un passage difficile et qui m'ont dit: vous avez mis des mots, à mes douleurs, que je n'arrivais pas à exprimer, que je n'ai jamais pu exprimer, et que je pensais être la seule ou le seul à le vivre. Donc c'est là où j'ai compris que mon livre ne s'adressait pas aux alcooliques, mais en fait il s'adressait à tous les êtres humains, parce que tous les êtres humains, on a eu un moment difficile de déprime, de détresse, de solitude, d'isolement. Et voilà, donc l'alcool, en fait, ou la boulimie ou l'anorexie n'est pas important. Ce qui est important, c'est justement ce sentiment d'isolement et de mal-être. Donc beaucoup d'êtres humains, on passe par là. Certains le passent en quelques mois ou en quelques années, et puis certains, ils restent bloqués pendant plusieurs années. Et voilà, c'est ça le plus important. Et c'est ça qui fait que tout le monde s'identifie, parce que c'est l'émotion et la détresse intérieure qui permet aux gens de se connecter voilà, entre eux. Parce qu'on est tous très sensibles, et on est tous très émotifs, mais c'est plus ou moins dissimulé chez certains. Bon. Je laisse le micro à Fabrice, si tu veux nous raconter un petit peu. Oui, bah, je suis d'accord avec vous dans le sens où on n'est pas alcoolique comme ça, on n'est pas génétiquement alcoolique, pas du tout, je pense pas moi. On devient alcoolique parce que le contexte social, l'environnement, une fragilité, un événement dans la vie, oui, qui fait qu'on peut sombrer comme ça. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait un gène de l'alcoolisme. Quand j'étais en cure de désintoxication, justement, j'ai posé la question à un médecin qui disait que la seule chose que la science avait pu détecter, c'était qu'au Pays de Galles, par exemple, ou en Écosse, il y avait plus de gens qui avaient une forme de génétique résistante à l'hépatite C et à la cirrhose, alors que ce sont des populations qui boivent énormément et qui consomment presque autant d'alcool que les Français. Donc il n'y a pas vraiment une race ou une génétique particulièrement plus alcoolique que l'autre. Tout ça, c'est des bêtises. C'est encore une forme de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu c'est ce qui permet de continuer à stigmatiser les alcooliques, de leur projeter encore une image de je suis alcoolique parce que je suis taré, je suis débile, je suis pas normal. Non, ça c'est pas possible, quoi. Si on veut aider un alcoolique, on peut pas lui dire ça, quoi. Non, je suis d'accord avec vous. Enfin, moi je parle en tant qu'ancien alcoolique et en fonction aussi des réactions et des interactions entre les autres. Comment dire, de la confusion qu'on peut avoir au niveau émotionnel, affectif et tout ça, quand on est plongé dans un problème d'alcoolisme et qu'on on est en plein désespoir et qu'il n'y a personne en face pour nous guider, à part nous juger en fait. Malheureusement, quand on est dans l'alcoolisme, on est alcoolique, on se juge et on est en permanence jugé par les autres, et ça c'est aussi un gros problème. C'est aussi une chose qui pousse les gens à devenir alcooliques. On n'est pas toujours alcoolique parce qu'on le fait exprès d'être alcoolique, comme vous voyez ce que je veux dire. Là j'envoie un message, si vous voulez, aux personnes qui peuvent nous écouter, qui ont un problème d'alcool ou qui commencent à sentir que ça peut être difficile et qui ne savent pas comment s'y prendre pour faire une démarche pour aller mieux déjà. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais en fait je pense que l'alcool ou la drogue ou la boulimie, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, et que en fait le vrai problème, c'est un problème émotionnel, un problème émotif, un problème de fragilité émotionnelle. Et il y en a qui vont consommer de l'alcool, il y en a qui vont consommer de la drogue, il y en a qui vont manger plus qu'il le faut, et il y en a qui vont arrêter de se nourrir et qui peuvent arriver jusqu'à la mort, quoi. C'est des symptômes en fait.
Mais l'alcool a une particularité, c'est qu'elle fait perdre conscience et on se réveille le matin et on ne se rappelle plus du tout ce qu'on a fait. Mais en fait, une fois qu'on a arrêté l'alcool, ce qui est très important, ce qui a été très important pour moi, parce que je peux parler que pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Ce qui a été très important pour moi, c'est que je fasse une démarche pour changer ma façon d'être, pour changer ma façon de penser, pour essayer de m'approcher d'une, ce qu'on pourrait appeler une philosophie spirituelle. Quand je dis spirituelle, ça a une connotation amicale, dans le sens où il fallait que je sois plus proche des autres, que j'essaye de comprendre les autres, que j'essaie de me comprendre, et que j'accepte que moi-même, j'étais quelqu'un de très sensible, et je suis toujours quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très fragile, j'étais quelqu'un de très fragile, je suis toujours quelqu'un de très fragile, et c'est que quand je prends conscience de ma sensibilité et de ma fragilité, que j'ai une chance de m'en sortir. Mais si je pense que je me suis sorti de l'alcool et que c'est fini, je suis mort. Je le sais, parce que j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui ont arrêté plusieurs années et qui ont fait des rechutes, et ça a été une horreur. Et j'ai perdu des amis adorables. Et c'est pour ça que, pour moi, je me dis, je suis un être humain, et qu'en tant qu'être humain, je suis quelqu'un de très fragile, je suis quelqu'un de très sensible, et je suis quelqu'un de très émotif, et que plein de choses me touchent. Et si je me crois fort, je vais tomber aujourd'hui. Donc il est important pour moi que je me lève et que je me dis, mais je ne me dis pas je suis alcoolique, je suis un être humain, donc je suis sensible, je suis fragile, et je suis émotif. Voilà. Et ça m'aide beaucoup à amorcer mes journées et à ne pas me réveiller en pensant que je suis un lion. Voilà. Voilà. C'est intéressant, c'est que je tiens à dire aussi que on peut devenir alcoolique sans être vraiment avoir une fragilité particulière ou quoi que ce soit. Je veux dire, vous voyez un peu comme le cannabis où certaines personnes disent oui, le cannabis ça rend les gens fous, faut arrêter, machin. Le problème c'est pas le cannabis, c'est la plante, c'est la façon dont on l'utilise. Et certaines personnes qui sont trop fragiles et qui ne supportent pas. Donc il y a toujours un double discours, une forme d'hypocrisie du système, enfin bon, tout ça on le connaît. Aussi, je veux dire qu'on devient alcoolique aussi parce qu'on est peut-être dans un environnement alcoolique. Donc c'est pas transmis génétiquement, c'est transmis psychologiquement en fait. C'est-à-dire moi par exemple j'ai grandi dans une famille nombreuse avec un parent alcoolique. Donc j'avais beaucoup plus de chances de devenir alcoolique, enfin de chance, que les autres d'être alcoolique. Mon père, mais un jour ou l'autre je le suis devenu, 30 ans plus tard. Vous voyez, donc... Ben, moi j'ai pas eu de parents alcooliques et pourtant je suis tombé dedans. Mais je pense c'est une question de fragilité, de stabilité émotionnelle, qui fait que des gens tombent dans des dépendances qui peuvent être l'alcool, les cachets. Tout ça, c'est pareil que l'alcool, les cachets. Certains antidépresseurs, c'est de l'alcool solide en fait. Mais en fait, c'est un échappatoire à ses émotions, à ses angoisses et à ses peurs. Il faut pas, je pense qu'il faut pas en fait sublimer l'alcool dans le sens positif et dans le sens négatif. C'est juste un élément extérieur qui permet à certaines personnes fragiles d'endormir leur souffrance intérieure. Et certains, comme je l'ai dit, c'était par la boulimie, c'est par l'anorexie, c'est par la prise d'alcool et tout. Mais je pense que c'est un problème de sensibilité, de fragilité émotionnelle. Et moi, je n'ai eu aucun parent alcoolique. J'ai connu des gens qui ont eu des parents alcooliques qui sont devenus alcooliques. J'ai connu des gens j'ai rencontré plein d'alcooliques parce que j'ai fait beaucoup de réunions d'alcooliques anonymes. Je n'y vais plus maintenant depuis plusieurs années. Et j'ai vu des gens riches alcooliques, j'ai vu des gens pauvres alcooliques, j'ai vu des ouvriers, j'ai vu des intellectuels. C'est vraiment... mais en fait, ils sont tombés dans l'alcool comme ils auraient pu tomber dans la drogue ou comme ils auraient pu tomber dans la boulimie. C'est parce qu'ils avaient un mal-être et ils voulaient le dissimuler, ou ils voulaient l'oublier, et ou ils voulaient l'étouffer. Voilà, en mangeant, en surmangeant, en prenant des médicaments, des antidépresseurs, en essayant d'échapper à la réalité. Voilà. Le problème, en fait, c'est pas la consommation, c'est pas l'alcool en lui-même. Le problème, c'est la personne qui a une fragilité, des peurs, des émotions qu'elle a du mal à gérer, et elle va tomber dans une dépendance qui va être l'alcool, la drogue ou les médicaments ou la nourriture ou un truc comme ça. Voilà. Pour moi, c'est important de dire ça parce qu'en fait,
je me rends compte, plus je reçois des emails de personnes, je me rends compte qu'en fait, on a énormément de points communs. J'ai énormément de points communs avec des gens qui n'ont jamais bu un verre d'alcool et qui ont vécu des moments très, très difficiles. J'ai des emails où je me dis, mais c'est pas possible, cette personne-là, elle a vécu ce que j'ai vécu exactement, elle n'a pas pris d'alcool. Donc, c'est bien au niveau émotionnel, une cassure qui s'est faite quand j'étais enfant ou adolescent et qui a fait que j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, ou j'avais un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité ou un mélange des deux, je ne sais pas. Et moi, j'ai trouvé un échappatoire avec l'alcool, d'autres l'ont trouvé avec certaines drogues légales, illégales, ou d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important, pour moi, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gabriel Alexander, de votre présence et de tous ces échanges. Et nous arrivons au terme de cette émission et nous vous remercions donc de l'avoir suivi. Très bien. Encore beaucoup, Gabriel Alexander, de votre patience, de votre gentillesse. Merci de m'avoir invité, puis merci pour cet échange. C'était émouvant et puis en plus très intéressant.